Bonjour, bonjour messieurs et dames et bienvenue dans une autre session de onboarding technique. Cette fois-ci, ça sera pour le produit Vim1. Euh, J'aimerais bien avoir votre confirmation, si vous me voyez bien, si vous voyez bien les slides. Vous pouvez cliquer sur les boutons d'interaction, hein. Merci, très bien, impeccable. D'accord, c'est parti. Donc, je me présente, je m'appelle Ashraf, ingénieur système chez Vim. Et je suis accompagné aujourd'hui par mon collègue Estève, qui sera là pour répondre à vos questions en temps réel, hein. Donc n'hésitez pas à utiliser la rubrique questions et réponses pour poser vos questions et nous allons vous répondre en temps réel. Voilà. Donc je vais arrêter ma caméra pour le moment. Comme ça, on va se concentrer sur les slides. Et c'est parti. Donc, Vim1, notre outil de supervision. Hop, et hop, voilà. Parfait. Donc, on va commencer par notre agenda aujourd'hui. Cette session, euh, ça sera 1 heure, plus ou moins, hein. Pendant 1 heure ou 1 heure et 15 minutes, plus ou moins, nous allons voir le produit Vim1, euh, les différentes intégrations et ainsi de suite. Donc, pour commencer, voici notre agenda. Nous allons commencer par une petite introduction du produit, à quoi ça sert, sa compatibilité avec les différentes infrastructures et différents technos. Ensuite, nous allons y aller en détail sur l'architecture et les composants du produit. Euh, Ensuite, il y aura bien sûr les deux composants principaux, le Vim1 client et le Vim1 client web, qu'on verra en détail. Et bien sûr, comme d'habitude, à la fin, nous allons vous rajouter des ressources supplémentaires que vous pouvez utiliser. Euh, et cette présentation est bien sûr enregistrée. Et nous allons vous partager l'enregistrement ainsi que les slides au bout de 2 jours. D'accord? Donc ça sera vers la fin de semaine normalement. Voilà. Donc voilà. Donc les capacités de base, les plateformes supportées et les licences, hein. Euh, Avant tout, il faut dire que Vim1, ça fait partie de ce qu'on appelle Vim Data Platform. C'est notre plateforme sur laquelle il y en a les 3 produits. Euh, je vais ramener mon pointeur. Voilà. Par exemple, ici, comme vous pouvez le voir, à gauche en bas, on a Vim Backup et Réplication. Donc, ça, c'est la partie Foundation, ce qui vous permet de faire de la backup, de la restauration, de la réplication, de différents charges de travail, différents hyperviseurs, des charges de travail que ce soit dans le cloud ou en local. Donc, ça peut très bien fonctionner en mode hybride. Et bien sûr, que ce soit des machines physiques ou virtuelles, on peut les protéger avec Vim Backup et Réplication. Ensuite, il y en a Vim1. Donc Vim1 fait partie de Vim Data Platform Advanced. Ça nous donne Vim Backup et Réplication, et pour la backup et pour la restauration. Et ensuite, le composant Vim1 va jouer le rôle de supervision, principalement, afin de garder un œil sur les performances de différents composants de backup, ainsi que les différents composants de votre infra virtuelle, que ce soit VMware ou Hyper-V. Euh, et ensuite, il y en a Vim Data Platform Premium qui récapitule 3 produits. Donc Vim Backup Replication, Vim1 et Vim Recovery Orchestrator. Ceci, c'est un outil qui permet de automatiser, genre orchestrer, les sessions de failover, hein. Si par exemple vous en avez des machines critiques,
qui sont répliquées et vous souhaitez automatiser la restauration de ces machines, le failover, c'est l'orchestrateur qui va vous permettre de automatiser cela, et ça permet aussi de générer des rapports, et ainsi de suite. Bon, on va revenir au sujet du jour, ça sera Vim1, mais juste une petite mention, euh, c'est soumis à certains critères, mais c'est possible de bénéficier de ce qu'on appelle Vim Cyber Secure, ça vous donne une garantie par rapport aux attaques cyber, ça vous donne l'accès à une équipe SOC qui permet de répondre à vos incidents de sécurité avec un SLA très très réduit. Euh, mais bon, ça c'est un sujet à part. Et n'hésitez pas à poser vos questions en temps réel à travers le bouton questions et réponses. Donc, on va commencer par les plateformes supportées par Vim1. Aujourd'hui, on a la version 12.3 de Vim1. Les plateformes supportées, comme vous pouvez le voir, on a VMware, vSphere à partir de la version 6 jusqu'à la toute dernière, la 8.0, update numéro 3. Bien sûr, dès qu'il y aura une nouvelle version, on va commencer à le supporter, hein, au bout de quelques semaines, quelques mois de la sortie, généralement. Bien sûr, on supporte Vim Cloud Director aussi, Microsoft Hyper-V, ainsi que Azure Stack, HCI. Et là, on voit bien que les versions gratuites de vSphere, ESXi et Microsoft Server Hyper-V sont bien prises en charge par Vim1. Donc, parmi les plateformes supportées, on a bien sûr Vim Backup et Réplication. Donc Vim1, ça permet de faire de la supervision, création de rapports. Il y en a aussi des alertes et des dashboards en temps réel qu'on va voir en détail. Et là, par exemple, on a Vim Backup et Réplication en tant que source. Donc Vim1 va collecter l'état des jobs, l'état des composants Vim, l'état des ressources, et tout cela sera consolidé sur Vim1 à travers de différents rapports et dashboards et ainsi de suite. Alors, on supporte bien sûr quelques anciennes versions de Vim Backup et Réplication, donc on peut dire que c'est rétrocompatible, version 10A, 11 et 12, et bien sûr la dernière 12.3. Et bien sûr, ici, on supporte aussi Vim Backup pour Microsoft 365. Celui-ci, c'est le produit qui permet de protéger votre environnement à Microsoft 365. Donc, on protège les 4 services Teams, OneDrive, SharePoint et Exchange. Et la bonne nouvelle, c'est que ici, ça peut s'intégrer avec Vim1. Ça nous permet de visualiser certaines métriques par rapport aux utilisateurs protégés plutôt, les répertoires utilisés, le taux d'utilisation, ainsi de suite. Et c'est inclus. Là, nous allons parler des licences. Hein. On a deux modèles de licences. Le modèle socket, comme vous pouvez le voir à gauche, c'est le modèle un peu traditionnel, hein, qui est basé sur le nombre de CPU sur les hosts, que ce soit les hosts ESXi ou Hyper-V. En gros, il y aura une socket, par exemple, s'il y en a un host mono CPU, ça consomme une socket, et ça nous permet de protéger et suivre les VM qui sont situés sur le host. Et par rapport à la backup de Microsoft 365, eh ben, on ne consomme pas de licence. Hein. Si vous en avez déjà le produit Vim Backup pour Microsoft 365 et c'est utilisé chez vous, vous pouvez en fait installer Vim1 et le relier à Vim Backup pour Microsoft 365 et ça ne va pas consommer de licence supplémentaire. Ensuite, il y en a le modèle instance. On appelle ça VUL pour dire Vim Universal License. C'est un modèle évolutif, hein, et c'est basé sur les charges de travail. On va sortir du modèle socket, hein, on va simplement calculer les charges de travail telles que les VM,
les machines physiques euh, que vous protégez. Et chaque instance permet de protéger une machine, hein. C'est ça un peu l'idée. Et bien sûr, les instances permettent de faire d'autres choses. Mais on va rester sur le sujet de Vim1. Et donc, dans ce cas-là, Vim1 va consommer une instance pour chaque charge de travail protégée. Voilà. Et bien sûr, il y en a deux types de licences, hein. On a vu qu'il y en a deux modes de licence, la socket et l'instance. Et là, il y en a deux types. Le type perpétuel, c'est un peu du CAPEX, donc l'achat de licence est permanent, donc la licence est permanente, avec une période d'assistance et de maintenance qui vous donne accès à notre support technique et aux mises à jour du produit. Euh, la durée maximale de paiement dans ce cas-là pour la partie perpétuelle, c'est jusqu'à 3 ans, hein. On peut euh, faire un contrat pour une année, 2, 3, voilà. Et ensuite à droite, on a la partie abonnement. Et cette fois-ci, c'est du OPEX, donc euh, ça reste, euh, comment dire, c'est du OPEX, donc c'est un abonnement que vous allez, qui vous permet de protéger vos charges de travail. Et dans ce cas-là, on peut y aller. Généralement, on fait des contrats entre une année et 3, et on peut aller jusqu'à 5 ans, hein, pour la partie abonnement. Nous allons passer sur l'architecture et les composants de base. On va commencer par une petite vue d'ensemble. Ensuite, on va vérifier quelques exemples de rapports, de dashboards, d'alertes. Et surtout, le plus important pour moi, pour ce call, c'est de vous expliquer la logique à notre stratégie, comment fonctionne le produit. Voilà. Donc, Vim1 est un outil qui est supposé être installé sur une machine dédiée. Bien sûr, ça peut être virtuel ou physique. Euh, il y en a deux composants au niveau serveur. Donc, on a le serveur en lui-même. C'est la partie qui va collecter euh, des données à partir de différentes sources, telles que le serveur Vim, telles que votre vCentre. Et de cette manière, on traite ces données et ensuite on va les consolider, ce qui nous permet ensuite de générer des rapports, des dashboards et de vous donner l'actualité d'utilisation de ressources, par exemple. D'accord. Et bien sûr, c'est le serveur qui fournit toutes les fonctionnalités que Vim1 vous offre, hein. Euh, et l'intégration, comme on a dit, c'est avec Vim Backup Replication, ce qui permet la surveillance de votre environnement de backup. On verra en détail ce que ça peut donner, mais aussi votre environnement VMware, Hyper-V et Microsoft 365. Il y a ce qu'on appelle the Configuration Database. Voilà, c'est une base de données SQL, hein, qui sera avec le serveur sur la même machine. Bien sûr, on peut l'installer ailleurs, mais on peut aussi faire une installation all-in-one. En fait, cela dépend du besoin, cela dépend de la volumétrie des charges de travail que vous souhaitez superviser. Donc cette base de données, elle va en fait stocker toutes les données qui sont collectées par Vim1, ce qui nous permet de faire des analyses un peu historiques. Genre, ça, par exemple, ça permet de analyser une période, hein, et faire une sorte de simulation ou bien un forecast qui nous permet de décider le besoin de stockage ou de différentes ressources à venir. Voilà. Euh, ouais. Donc la base de données, comme je vous ai dit, c'est installé localement. Par contre, ça peut être installé sur notre machine, voilà, en fonction du besoin. Euh, ensuite, donc, on a vu le serveur et la base de données, d'accord. Et là, nous allons voir notre interface, hein,
Vim1 client et Vim1 web. Donc il y en a deux interfaces. Il y en a le client lourd qui sera installé euh, avec le serveur. Ça peut être installé ailleurs, hein. Idem pour le Vim1 web client, on peut l'installer ailleurs. On verra la différence entre les deux. Euh, donc le Vim1 client, c'est une application locale du bureau sur laquelle il y en a des outils, sur laquelle on peut configurer certaines choses, telles que les alertes, sur laquelle on peut relier nos sources de données. On verra quelques exemples comment faire cela. Et ça permet de surveiller votre infrastructure virtuelle et celle de la sauvegarde aussi. Et à droite, c'est plutôt une console web sur laquelle il y en a des rapports. On verra quelques exemples de rapports. Des rapports qu'on peut générer, on peut automatiser, on peut les sortir en PDF ou en Word. Il y en a aussi d'autres formats. Euh, ouais, on verra ça un petit peu sur les slides qui suivent. Donc ceci, c'est un aperçu de l'architecture, hein. Donc à gauche, on a le... Excusez-moi. Donc à gauche, on a les sources de données. Ça peut être un serveur Vim, backup et réplication, hein, pour dire VBR, Vim Backup et réplication. Ça peut être Entreprise Manager. Entreprise Manager, c'est un outil utilisé par Vim qui permet de consolider plusieurs serveurs Vim, hein. Donc c'est une option. Si vous en avez un environnement qui nécessite différents serveurs Vim, vous pouvez utiliser Entreprise Manager qui va consolider le tout. Et ensuite, c'est possible de le relier à notre Vim1. Même chose pour Vim Backup pour Microsoft 365, ou bien votre vSphere ou Hyper-V. Ici, on a notre serveur Vim1 avec sa base de données qui va bien, et on a aussi accès aux API de Vim1, ce qui vous permet de faire des intégrations avec d'autres outils, hein. Notamment, il est possible par exemple de recevoir des alertes et des notifications à partir de Vim1 vers toutes sortes d'outils à travers les API, hein. Je note par exemple vers WhatsApp, vers Teams, vers Slack, hein. Donc presque tout est possible à travers ces API-là. Ensuite, donc on a notre Vim1, il collecte les données ici, hop, et ensuite, à droite, on sera en mesure de visualiser les données qui sont consolidées à travers le client web et aussi à travers le client local lourd. Et il y en a la partie Business View, c'est une vue qui est située sur le client local qui vous permet de réorganiser votre infra. Ça vous permet de créer différents groupes par équipe, par activité. Donc ça dépend des critères que vous allez mettre en place, mais voilà, ça vous permet de personnaliser la vue et mieux euh, surveiller votre environnement. Voilà. Ici, on a la data collection. Donc, on a Vim1 qui collecte à partir de Vim Backup et réplication. On a aussi la remediation, hein. Donc, ça va remédier aussi. C'est pour cela que la flèche ici est dans les deux sens. Donc, il y en a certaines actions que Vim1 peut effectuer. Par exemple, il y en a certaines alertes. Un exemple, ça peut être une alerte qui permet de faire une analyse d'une backup dès que on détecte un malware dessus, sachant que Vim Backup Réplication, il est en capacité d'analyser les backups en temps réel pendant les sessions de backup, et de cette manière, on peut mettre une règle pour effectuer une action une fois qu'on détecte un malware, par exemple. L'action, ça peut être un scan automatique, ça peut être fait par votre antivirus ou par le nôtre. Voilà. Ou bien, vous pouvez aussi appliquer des scripts. On met l'alarme, l'alerte. Dès que l'alerte se déclenche, le script que vous en avez injecté s'exécute
pour remédier ou pour effectuer une autre action. Voilà. Maintenant, on va voir la partie installation. Et ben, c'est très simple. Comme je vous ai dit, il faut que ce soit une machine dédiée, de préférence. Vous allez télécharger l'ISO d'installation à partir de notre site. Vous allez vous connecter si nécessaire. Une fois l'ISO est téléchargé, vous allez l'exécuter. Très simple à installer. Comme vous pouvez le voir à droite, on peut faire install vim1. Dans ce cas-là, ça nous permet d'installer tous les composants sur le même serveur. On peut aussi, un peu plus tard sur ces étapes d'installation, on peut choisir de installer uniquement le serveur et la base de données sur une machine et ensuite, en seconde étape, on peut installer le client sur une autre machine. Donc, en fonction du besoin, ça peut être utile d'installer un client sur le poste de travail d'un collègue, par exemple, ou bien de l'administrateur qui gère votre environnement de backup. Donc ici, il y aura la partie licence. Vous pouvez bien sûr injecter le fichier de licence que vous allez recevoir de chez nous, ou bien vous pouvez faire un sign-in sur votre compte Vim, et la licence sera située sur votre compte Vim de toute façon, et elle sera injectée ici. Et à droite, bien sûr, on va renseigner un compte, un service account, un compte administrateur local de la machine qui héberge, ou bien qui va héberger Vim1. Donc ça ressemble à ça, Ready to install, ça va nous indiquer quelques détails, les ports qui seront utilisés, le chemin sur lequel on va installer le produit, la partie certificat. Vous voyez, par défaut, on va générer une nouvelle certificat de type self-signed, mais pas de souci si vous voulez utiliser vos propres certificats. C'est toujours possible, bien sûr. Et vous voyez, à gauche en bas, sur cette étape, si on fait Customize, on sera en mesure de choisir en fait. C'est là où on peut dire, ok, je veux installer le serveur ici, et peut-être je ne veux pas installer les consoles web et la console client. Et ensuite, dans ce cas-là, je dois les installer ailleurs, sur une autre machine. Bien sûr, comme je vous ai dit, Vim1 c'est basé sur une base de données Microsoft SQL. Généralement, ça fonctionne très bien avec Microsoft SQL Express, donc pas de licence nécessaire. Mais ça, c'est surtout pour une petite infra, pour un nombre de charges de travail un peu réduit. Ou bien, si vous allez l'utiliser seulement pour faire la supervision du serveur Vim, Microsoft SQL Express suffit largement. Par contre, en fonction du volume ou bien de taille de votre infra, on peut potentiellement utiliser une licence standard pour que ça soit scalable en fait, pour que ça nous permet de superviser plusieurs environnements avec plusieurs charges de travail. On peut installer une nouvelle instance SQL, ou bien on choisit une existante, et ensuite on va se connecter à notre base SQL, que ce soit à travers le même compte admin local de la machine, ou bien si on a un autre compte, on va le rajouter. Et là, c'est notre emplacement sur lequel on va stocker nos données. Et là, vous voyez, on a à gauche la Data Collection Mode. Donc, si par exemple, vous souhaitez uniquement superviser votre environnement de backup, ça peut être un serveur Vim ou plusieurs serveurs Vim. Dans ce cas-là, vous allez choisir Vim Backup Data Only. Ça, c'est le mode de collection. Ou bien, si vous allez aussi superviser votre environnement VMware ou Hyper-V, ou Microsoft 365, dans ce cas-là, on va passer à travers la deuxième option,
Et sinon, pour une large entreprise, lorsqu'il y en a des centaines et des centaines, même des milliers de charges de travail à superviser, dans ce cas-là, on peut penser à choisir la troisième option. Et en fait, ces options-là, ils vont sizer la base de données, ils vont sizer le produit pour vous. Donc, il n'y a pas trop de calcul à faire de votre côté dans ce sens-là. Et à droite, on a les ports qu'on va utiliser. Voilà. Ensuite, ouais, ça c'est la dernière étape en fait, pour confirmer tout et installer. Et on peut cocher la case pour que Vim1 cherche les updates à travers nos serveurs Vim tout seul. Il est aussi possible de laisser Vim1 en dehors d'Internet, ne pas lui donner accès à Internet. Ça reste un choix d'architecture et c'est aussi possible. Donc là, nous allons voir le Vim1 client, le client local. Plutôt, nous allons voir l'installation du client local. Imaginons qu'on a décidé de ne pas installer le client sur la même machine que le serveur, on veut l'installer ailleurs. Dans ce cas-là, on va utiliser le même ISO, comme vous pouvez le voir, et au lieu de choisir Install Vim1, on va installer le Vim client. Voilà. Et voilà. Et ensuite, les étapes sont les mêmes. Donc, ceci, c'est notre client. Vim1 client, ça ressemble à ça. On a le menu principal, les trois tirets qu'on voit là. À partir du menu principal, on peut configurer plein de choses, telles que les notifications, telles que les liaisons avec les différentes sources de données, ainsi de suite. Ensuite, on a la rubrique infrastructure ici, qui nous donne idée sur... En fait, ça nous montre notre cluster, nos data, nos hôtes, ESXi, les ressources. Sous les ressources, il y aura les VM. Et ensuite, on voit aussi les data stores. Il y a le volet ici, l'information. Ça, c'est par rapport aux alertes. Ceci, c'est un exemple d'une alerte. Par exemple, vous voyez ici, Suspicious Activity Detection. On a détecté une activité malveillante sur une VM. On mentionne la VM, on mentionne le type de scan qu'on a utilisé. Sur les alertes, on mentionne toujours le détail de la panne, la cause potentielle et aussi la résolution. D'accord. Donc avec les alertes, vous serez en mesure en fait de dépanner vous-même sans avoir besoin de contacter le support à chaque fois. Voilà. Et la quatrième chose que j'aimerais vous montrer sur ce slide, ça sera les actions. Donc ces actions-là sont relatives aux alertes. On peut visualiser l'historique d'une alerte. Combien de fois ça a été déclenché, quand, ainsi de suite. On peut simplement, comment dire, resolve, donc on peut indiquer l'alerte comme résolue. On peut dire acknowledge, dans ce cas-là, par exemple, si vous allez prendre l'alerte pour la gérer vous-même, vous dites acknowledge, comme ça, vos collègues vont travailler sur une autre chose, pour éviter que deux personnes font le même travail. On peut modifier les alertes, on peut changer les seuils des alertes, on peut même coupler les alertes à travers des conditions, et on peut rajouter des scripts qu'on peut exécuter en fonction des conditions qu'on va mettre sur une alerte, par exemple. D'accord? Voilà. On va commencer par la surveillance de Vim Backup et Réplication. D'accord? Donc, première étape, après l'installation de Vim1, ça sera de rajouter Vim Backup et Réplication en tant que source. D'accord? Donc, dès qu'on rajoute Vim Backup et Réplication, d'ailleurs, pour le rajouter, c'est très simple. Comme vous pouvez le voir, ce sera à travers l'IP ou le nom DNS.
ça peut être un serveur Vim Backup et Réplication, ou bien ça peut être aussi entreprise manager. Et bien sûr, lorsqu'on rajoute un serveur, nous allons déployer un agent dessus. Donc, ça sera Vim1 qui va déployer un agent dessus, et c'est cet agent-là qui va nous permettre de collecter euh, les statistiques des jobs et ainsi de suite à partir du serveur Vim. Et ça nous permet aussi de remédier hein, à travers certaines actions à base des alertes, à base des conditions qu'on va mettre sur les alertes. Voilà, assez simple. Et ici, bien sûr, on va rajouter un compte admin du serveur Vim, un compte de service, pour donner la main à Vim1 sur le serveur Vim. Là, nous allons voir les tableaux de bord, pas maintenant, mais dans les slides qui suivent. On appelle ça les dashboards. Et ces dashboards, ou bien ces tableaux de bord, nous permettent de visualiser des informations en temps réel par rapport à votre infrastructure de sauvegarde, donc par exemple l'état du répertoire, l'état des proxys, l'état des serveurs Vim, la liaison entre les différents composants, l'état des jobs, l'historique des jobs, euh, une sorte de comparatif aussi qui permet de visualiser les machines protégées et les machines non protégées, que ce soit physique ou virtuel. Si par exemple vous déployez des One accélérateurs, ça c'est une fonction de Vim Backup Application, on peut aussi avoir des informations sur le taux d'utilisation des One accélérateurs, ainsi que les serveurs de bande. Si jamais vous utilisez une bibliothèque de bande, hein, on peut aussi visualiser son état à travers Vim1. Et bien sûr, hein, une vue d'ensemble des répertoires et aussi des passerelles, que ce soit des répertoires en local ou dans le cloud. Ouais. Et ça nous permet en fait de mesurer les performances. C'est ça l'idée en fait. Euh, Afin de vraiment comprendre le taux d'utilisation des ressources. Dans ce cas-là, c'est pour l'environnement de backup. Et comme ça vous évite en fait, ça vous permet de détecter un problème à l'avance. Voilà. Sur le slide suivant, nous allons voir l'un des dashboards. Donc celui-ci, c'est, comme vous pouvez le voir, c'est la rubrique Vim Backup et Réplication ici qu'on a sélectionné. Il y en a les autres rubriques qu'on verra aujourd'hui tout au long de la présentation. Ici, on peut voir les VM et leur statut. Bien sûr, le statut bleu, ça signifie que la tâche de backup est en cours. On a les agents physiques protégés par Vim et la donnée non structurée. Dans ce cas-là, ça peut être une partage NAS que vous protégez, ou bien ça peut être aussi du stockage objet que vous protégez, parce que aujourd'hui on peut protéger aussi les répertoires S3 compatibles. Ouais. Donc voilà. Ici c'est pour passer sur Vim Backup et Réplication, comme je vous ai indiqué. Et là, par exemple, on a une sorte de sommaire des répertoires de backup. Donc backup repository, ici chez moi j'en ai 3 sur cet exemple. Je peux visualiser le taux d'utilisation des répertoires. Par exemple ici ça nous montre toujours les top repositories d'un point de vue espace utilisé. Donc ça nous montre les répertoires qui sont les plus encombrés, on va dire. Ici on a un calculateur assez intelligent qui permet d'analyser par exemple les 6 derniers mois, hein, et ensuite ça nous donne idée sur le besoin de stockage à venir pour nos backups. En gros, Vim1 va calculer le taux de changement ou bien le taux d'augmentation de la taille de backup,
Et de cette manière, il peut nous indiquer combien de jours il nous reste sur ce répertoire de stockage. Bien sûr, je vous rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions, hein. Mon collègue Esteve, il est là pour vous, pour répondre à vos questions en temps réel. Il suffit de cliquer sur le bouton Q&A ou bien questions et réponses et poser vos questions. Et voilà. Ensuite, un autre dashboard, toujours pour Vim Backup et Réplication, et celui-ci, vous voyez, c'est par rapport au proxy, hein. Le proxy, c'est le composant Vim qui permet de... En fait, c'est celui qui fait la backup, hein. Et là, on peut visualiser euh, le taux de transfert de données et le nombre de disques traités, les disques des VM virtuels que vous protégez. Ici, c'est la fenêtre de backup, donc en termes d'heures, ça nous permet de euh, garder un œil sur l'utilisation des proxys, hein, et comme ça, si jamais nécessaire, on peut rajouter d'autres proxys, on peut changer les spécificités du proxy, lui rajouter du RAM ou du CPU, ou ainsi de suite. Donc là, on a un exemple d'une alerte, hein. C'est une alerte pour Vim Backup et Réplication, sachant qu'il y en a des alertes pour Vim Backup et Réplication, pour Vsphere, Hyper-V, et ainsi de suite. Donc sur cet exemple, on a un job de backup copy, hein, en haut, mais ça ce n'est pas le sujet. Le sujet c'est plutôt en bas. Donc on a un événement, hein, euh, déclenché, c'est par rapport à la licence de Vim Backup et Réplication qui est expirée ou qui rapproche l'expiration. Donc par exemple, ça peut aussi être utile. Il y en a différentes catégories d'alarmes. Il y en a ceux pour les problèmes de connectivité entre les composants. Ça c'est bien, c'est utile. C'est mieux de recevoir une alerte que de se rendre compte que un job ne tourne pas à cause d'un problème de connectivité, par exemple. L'état des logiciels, hein, la version du logiciel, est-ce que c'est patché ou pas. Euh, L'état des jobs, bien sûr, s'il y en a un échec ou un souci au niveau des jobs. Il y en a aussi des alertes qui permettent de détecter lorsqu'il y en a un job qui dépasse les normes, qui prend plus de temps que d'habitude. Ça peut être indicatif d'un changement intégral sur la VM source. Par exemple, si jamais il y aura un chiffrement effectué sur une machine protégée par Vim, à chaque session de backup, on va faire nos analyses et on sera en mesure de le détecter. Capacité de stockage, comme on a dit, ça nous permet de mieux sizer, mieux prévoir le besoin de stockage des backups, bien sûr en fonction de vos politiques de rétention. Bien sûr la performance, hein. Si jamais la durée de backup dépasse les fenêtres, si jamais il y en a des jobs qui se chevauchent ou qui se déclenchent simultanément, peut-être qu'on veut pas ça, peut-être que on veut répartier les jobs sur notre journée, hein, pour une meilleure performance, pour que ça soit plus rapide, pour mieux utiliser les ressources existantes. Et bien sûr la partie licence, hein, comme ça, votre produit aura toujours une licence active. Euh, donc, il y en a plusieurs alarmes prédéfinies, hein. On peut les modifier, on peut changer les seuils, bien sûr. On peut apporter plein de modifications aux alertes. Euh, donc ici, on est toujours sur la partie Vim Backup et Réplication, hein. On était sur sommaire, summary, maintenant on est sur alarme. Ici, on a quelques alertes qui sont déclenchées, un warning des erreurs. On peut les filtrer, on peut voir tout, on peut voir uniquement les échecs. On a le nom, déjà ça nous donne idée sur ce qui se passe. Expiration de licence, répertoire de backup qui n'a plus d'espace disponible. Ici par exemple, soit on change le seuil, soit on va penser à rajouter un autre répertoire, soit on va penser à réduire la période de rétention, hein.
Euh, et il y en a bien sûr des alertes pour les différents jobs, hein, que ce soit backup copy, backup job, réplication, hein, backup agent aussi, et ainsi de suite. Et là, hein, encore une fois, notre liste d'actions par rapport à nos alertes. Euh, ouais. On peut faire des exclusions, on peut modifier, on peut même, euh, comment dire, euh, on peut interagir avec les services guest à l'intérieur des VM, hein. Par exemple pour relancer un service ou autre, ou bien pour mettre une alerte par rapport à un service. Dès que le service sera désactivé, il y aura une alerte par exemple. Bien sûr, resolve, c'est pour résoudre. Customization, voilà, c'est pour modifier. Euh, on peut prendre une nouvelle alerte, on peut lui donner un nom. Euh, ensuite, hein, sur les étapes que vous voyez là, on peut appliquer une règle, on peut assigner l'alerte à une partie de l'infra, ou bien sur toute l'infra, ou sur un groupe de VM, un groupe de host, un groupe de, de data store. On peut configurer une notification spécifique à l'alerte, ou bien une notification globale pour toutes les alertes. Vim1, on peut aussi recevoir les alertes par mail, hein, ou bien on peut les recevoir à travers du syslog. Si vous montez votre serveur syslog, vous pouvez le déclarer sur Vim1. Comme ça, vous recevez les alertes en temps réel. Ou bien aussi en trap SNMP, en fichier MIB. Ça fonctionne aussi bien. Euh, ensuite, on a les actions. Suppress, c'est pour dire quand est-ce qu'on va euh, suspendre l'alerte. Et le knowledge base, c'est pour ajouter un article, hein, par rapport à la panne qu'on va décrire sur cette alerte. Maintenant, on va parler de ce qu'on appelle Vim Intelligent Diagnosis, Diagnostic. Donc, c'est une fonction du produit Vim1 en fait, euh, qui est toujours en évolution et qui permet de détecter et résoudre automatiquement certains problèmes de configuration et de performance. D'accord? Donc, comment ça marche? Comme on a dit, on a Vim1 qui est relié à Vim Backup Application. Il y en a un agent déployé sur Vim Backup Application. À travers cet agent, Vim1 va collecter les logs à partir du serveur Vim. Et de cette manière, on sera en mesure de déclencher les alertes, hein, au fur et à mesure. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque alerte, elle a une signature. Elle a une sorte de définition, d'accord? Euh, et les définitions d'alerte, ils restent à jour. Parce que, à travers Vim Intelligent Diagnostic, il y aura Vim1 qui va communiquer avec Vim Backup Application à droite. Vim1 va envoyer les logs compressés vers Vim Backup Application. Et ensuite, il va collecter euh, les différentes informations qu'on a sur Vim Backup et Réplication. Et en fonction euh, de la panne ou de la situation, s'il y en a une alerte qui va avec, ça va se déclencher. Et les signatures d'alerte, ils restent à jour parce qu'ils sont mis à jour directement à travers notre support technique. Vous voyez? Donc là, c'est la signature, ça signifie la description ou bien la définition d'une alerte. Euh, ça reste à jour à travers le support technique. Cela signifie que, par exemple, pour les pannes, les problèmes de configuration, les problèmes de performance les plus courantes, les plus connues, ils sont déjà documentés par notre support, et de cette manière, ils intègrent ça au niveau alerte, et de cette manière, ça vous évite de lancer un ticket de support à chaque fois parce que vous auriez probablement la réponse ou bien la solution
au niveau de l'alerte. Voilà. Voilà, tel que cet exemple. Vous voyez, tout en bas, on a la signature UID. Ça, c'est la signature de l'alerte. Hein. C'est quelque chose d'interne à Vim. Et là, ça nous donne une idée sur les étapes à suivre pour résoudre le problème. Si nécessaire, il y aura un KB. Ça peut être un KB Vim, ça peut être autre chose, tout en fonction de la panne. Ok, donc, toujours sur Vim Backup et Réplication. Maintenant, on a passé de Summary vers Alarme, vers Performance. Sur Performance, on peut visualiser en temps réel le taux d'utilisation des ressources, que ce soit CPU, mémoire, disque et network, sur les composants Vim dans ce cas-là, sur le serveur Vim, sur les répertoires Vim, les répertoires, les baies de stockage par exemple, les proxys et tout autre composant Vim. Donc voilà, partie CPU, mémoire, disque, network aussi. Comme ça, si jamais il y en a une VM qui, par exemple, si le serveur Vim fonctionne à 50% des ressources habituellement et tout d'un coup ça monte à 90, ce n'est pas normal, on peut le détecter ici. Ensuite, maintenant, la deuxième rubrique, c'est la surveillance de Vim Backup pour Microsoft 365. Donc, ça reste toujours de la supervision, il y en a des alertes aussi, il y en a des dashboards. Vim Backup pour Microsoft 365, en fait, c'est un serveur, hein, c'est un produit à part, et du coup, on peut aussi le suivre, suivre ses proxys. On peut générer des rapports par rapport aux utilisateurs protégés, ainsi que les utilisateurs non protégés, hein, la durée de rétention, voilà, plusieurs métriques. Et ensuite, on peut générer un rapport qui va documenter tout cela. Hein, et ça peut servir dans des scénarios de conformité, par exemple. Hein. Voilà, donc une autre vue, hein, vous voyez que c'est un peu similaire à ce qu'on a vu pour Vim Backup par application, mais cette fois-ci, les objets, ce sont des utilisateurs, des groupes, des sites SharePoint et des utilisateurs Teams. On a nos répertoires, bien sûr ça peut être un répertoire objet ou autre. On a quelques métriques par rapport à l'utilisation d'espace, l'espace libre, et l'état des jobs. On a deux en warning, et sur l'interface, si je clique dessus, ça va, je vais partir directement sur data protection et ça va me montrer les jobs en question et ça va me montrer le warning et ainsi de suite. Voilà. Ouais. Celle-ci c'est une autre vue, hein, ça revient au même. Voilà, ici par exemple c'est par rapport au proxy. Hein. Le proxy c'est le composant utilisé pour Vim Backup ou Microsoft 365. Hein. Et ça nous donne idée sur les jobs qui tournent, les jobs qui sont en attente, hein, les organisations, hein, les tenants que vous protégez, la partie networking, s'il faut limiter les flux, faire du throttling ou pas, le port utilisé, la donnée transférée et la fenêtre de backup. La fenêtre de backup, c'est pour dire combien de fois est-ce que vous protégez un utilisateur ou une charge de travail par jour, par exemple. Hein. Toutes les 24 heures, toutes les 4 heures, ça dépend de la criticité. Voilà. Et là, c'est la vue data protection. Hein. C'est là où on peut visualiser les jobs, le nom du job, les objets protégés, est-ce que c'est juste des utilisateurs ou des sites aussi, l'organisation, ça c'est le tenant protégé, la dernière fois que le job a tourné, la durée du job, le backup proxy utilisé, le répertoire sur lequel on stocke les données du job,
et bien sûr la donnée transférée. On peut bien sûr filtrer, comme je vous ai dit, les jobs. On peut tout voir ou juste voir ceux qui vont mal. On a le statut, on a le répertoire et on a la donnée, la taille de données utilisée. Ensuite, ici, donc au niveau du volet données protégées, on peut visualiser toute une liste des objets Microsoft 365 qu'on est en train de protéger et qu'on est en train de stocker. Donc on peut voir l'utilisateur, son adresse, l'organisation dont il fait partie, la dernière fois que le job a tourné, ainsi de suite, et le nombre de points de restauration. Ça peut être important à voir comme métrique. Voilà, donc Protected Data, au niveau Backup Repositories, on peut choisir le répertoire, et ça va nous indiquer ce qu'on a dessus, en termes d'utilisateurs, en termes de services, si c'est du SharePoint, si c'est du Teams, ainsi de suite. Toujours sur Vim Backup au Microsoft 365, hein. Donc ici, on va parler un petit peu des alertes. Comme vous pouvez le voir, on a 2 alertes. Le statut, il est résolu. La première alerte, c'était un problème de connectivité. Hein. Ensuite, on peut détecter déjà, hein, c'est similaire à ce qu'on fait pour Vim Backup et Réplication, bien sûr. Donc, problème de connectivité, état de logiciel, échec des jobs, avertissement, ainsi de suite. Espace de stockage, s'il est en diminution rapide, genre on commence à atteindre la limite, on vous alerte à l'avance. Les jobs de longue durée, les jobs qui dépassent la fenêtre de backup, par exemple, vous protégez un groupe d'utilisateurs toutes les 24 heures, on va dire. Dès qu'il y aura un utilisateur non protégé pour plus de 24 heures, hop, il y aura une alerte. Et bien sûr, la partie licence. Et maintenant, on va passer vers la supervision de l'environnement virtuel. Donc, on a toujours des dashboards, on a toujours ce qu'on appelle les charts de performance, là où on peut vraiment surveiller l'utilisation de ressources en temps réel. On a les alertes aussi pour l'environnement vSphere ainsi que l'environnement Hyper-V. Il y en a des dashboards qui montrent les objets et le hardware qui est le plus utilisé. Ça met en évidence les VM qui utilisent le plus de CPU, par exemple, ou bien les hôtes sur lesquels il y en a le plus de trafic réseau, par exemple, et ainsi de suite. Il y a la partie ingest. Donc ici, on va sortir de Vim Backup et Réplication, on va sortir de Vim pour Microsoft 365. VMware, maintenant, il se concentre sur votre environnement vSphere, parce que c'est relié directement à votre vCentre, par exemple, ou bien même vos ESXi en standalone, directement à travers les API natifs de vSphere, on sera en mesure de visualiser et même manipuler à travers des scripts personnalisés les processus guest, donc les processus DVM qui sont situés sur vos hôtes ESXi et que nous sommes en train de protéger. Donc voilà, c'est la vue qu'on a eu sur l'un des premiers slides. On a le node root, c'est votre infra virtuelle, sur laquelle il y en a un vCentre, on peut en avoir plusieurs. Ensuite on a les clusters, les hôtes à l'intérieur, les ressources, sous les ressources on a les VM, et les data stores sont séparés par ici. Là, c'est un tableau de bord, vous voyez, c'est un peu similaire à ce qu'on a vu, mais maintenant, on parle plus de backup, on parle maintenant des hôtes, des data stores et des machines virtuelles. On a les alertes ici. Il y en a des alertes au niveau VM, au niveau hôte, au niveau data store, au niveau réseau,
au niveau cluster, au niveau vCentre. Hein. Il y en a plusieurs alertes, en gros il y en a environ 300, même plus, et c'est toujours en évolution. Ici, on va vérifier la partie hot, d'accord. Donc plutôt la partie data store et machine virtuelle. On a ici l'utilisation de ressources, CPU et mémoire. Les data stores qui sont reliés, et leur capacité et statut. Ensuite, on peut visualiser en détail le taux d'utilisation de CPU de mémoire, de cette manière, ainsi que le disque guest, hein, les disques virtuels des VM protégés. Et là, en bas, on a la partie Business View, hein, c'est là où vous pouvez personnaliser la vue de votre infra virtuelle, différentes catégories, on verra ça sur les slides qui suivent. Quoi d'autre? Ouais, ici on est toujours sur les hôtes, les machines virtuelles et maintenant l'espace disque utilisé. Donc, hein, pour utiliser cette partie-là, on va toujours être capable de choisir l'objet qui nous intéresse. Ou bien, on peut voir tous les objets, ensuite on vérifie celui qui va mal, hein, et ensuite on choisit celui qui va mal, et on peut y aller vers les détails d'utilisation de ressources, les tendances, un peu historiques. Hein. On peut, je veux dire, comparer euh, l'état actuel avec l'historique. On peut faire un forecast du besoin futur au niveau CPU, mémoire, network et data store et disque. L'activité I/O aussi. On peut aussi détecter de la latence au niveau hot, au niveau data store, au niveau VM. Et bien sûr, on peut personnaliser les graphiques. Hein. On peut générer nos propres graphiques et choisir la partie de Nafra sur laquelle on souhaite avoir plus d'infos. Là, vous voyez, on est sur infrastructure, hein, le volet virtual infrastructure, la partie ressources sous laquelle il y en a les VM. On peut y aller sur performance et ça va nous donner le taux d'utilisation de CPU, network, mémoire, ainsi de suite, global, un peu global ici. Et on peut visualiser ça bien sûr VM par VM. On peut y aller dans... on peut choisir la date, on peut comparer le taux d'utilisation de CPU aujourd'hui avec sur une certaine période par exemple. Même chose pour la mémoire. Si par exemple sur une VM vous détectez une activité de CPU élevée ainsi que une activité de disque ou bien de data store élevée, cela peut être indicatif hein, d'un souci au niveau de la VM, hein, ou bien ça peut être une action effectuée par un admin et dans ce cas-là vous le sauriez en tout cas. Ouais, donc voilà, juste une petite vue de ce qu'on peut faire ici. Hein. On est toujours sur le client lourd, hein. On n'a pas encore visualisé le client web. On va voir ça juste après. Là, ce sont les alertes vSphere. Il existe des alertes pour vSphere et pour VMware, plutôt pour Hyper-V, je veux dire. Hein. Ce sont plus ou moins les mêmes, hein. Genre l'équivalent, hein, les alertes de VMware. On a l'équivalent pour Hyper-V aussi. Là, c'est le tableau de bord des alertes. Sur chaque alerte, on a
plusieurs détails. Et de temps en temps, on rajoute ici des ressources, des KB, qui permettent de dépanner facilement sans avoir besoin de contacter le support, ainsi de suite. Là, c'est un exemple d'alerte. Hein. On a la description. C'est par rapport à l'utilisation de mémoire. On est à 90,6%, alors que le seuil qu'on a mis c'est de 90. Voilà. L'alerte se déclenche. Ça nous indique que le hôte, ça c'est au niveau hôte, n'a pas assez de mémoire. La cause, on va vous donner quelques possibilités de causes potentielles. Et la résolution, bien sûr. Un autre exemple d'alerte. Il semble que c'est un problème de connectivité. Lost connectivity, voilà. Il y en a une partie du stockage vers laquelle on a perdu la connectivité. Ça, c'est au niveau infra-virtuel. Hein. Ça doit être un data store, par exemple. La cause, la résolution, en fonction de la panne. Et bien sûr, on vous rajoute des ressources. Ce n'est pas nécessairement des KB Vim, c'est toujours en fonction de la panne. Ça peut être du Microsoft ou du VMware ou autre. Ouais, là c'est par rapport aux processus et services qu'on peut manipuler au niveau guest. Hein. Donc là on a quelques services sur une VM. On peut les manipuler à partir d'ici. Hein. C'est voilà. GuestOS, les services, les process, on peut les arrêter, les recommencer. On peut créer une alerte et choisir certaines conditions et appliquer une action si jamais l'alerte se déclenche, par exemple. Ici, on a les processus. On peut voir le taux d'utilisation de ressources aussi par processus, par service. L'ID du process, par exemple. Et ici, vous voyez, on peut sélectionner une VM. On peut dire Remote Management. On peut se connecter dessus. On peut la relancer, faire un hard reset, arrêter l'OS. Hein. Il y en a quelques actions qu'on peut faire. Il y en a aussi une console qu'on peut lancer. Plutôt une ligne de commande ici. Là, on a le Business View. Business View, comme vous pouvez le voir, c'est juste en dessous de Virtual Infrastructure. Hein. On a notre environnement. Et là, on peut taguer l'environnement à notre façon. Hein. On peut créer différents tags, regrouper les ressources par site, par groupe, par activité, hein, par équipe. Et voilà. Donc vous pouvez générer les tags au niveau de Vim1 ainsi qu'au niveau de vSphere. Hein. On parle des mêmes tags, ce sont les tags vSphere. Voilà. Ceci c'est le modèle de catégorisation de notre Business View. Donc on a les objets qui sont à l'intérieur. On peut les organiser par catégorie. Donc par exemple le catégorie ça sera le département X. Sur le département il y aura certaines charges de travail. On va les diviser en groupes. Groupe IT, groupe Sales, groupe Support. Et on met les objets à l'intérieur. Donc comme ça sera plus dynamique, surtout si on utilise les tags. Dès que vous rajoutez une nouvelle VM sur votre infra virtuelle, hop, elle va apparaître sous un certain groupe. On sera capable de la rajouter sur un job aussi. Et voilà, ce sera dynamique, ce sera facile à gérer. Voici un exemple de Business View personnalisé. Donc on a toujours Business View, ensuite machine virtuelle, VM vSphere, Data Store. Ensuite ici, vous voyez, on regroupe les VM par dossier. Et on peut visualiser les objets avec une erreur, les objets qui vont bien. Et toujours, on peut aller vers les performances, les top objets, les objets qui utilisent le plus de ressources.
et ainsi de suite, à travers les graphiques de performance qu'on vient de voir. Ouais, ici ça revient au même, hein, mais c'est au niveau business view. Donc si vous décidez d'organiser votre infra à votre façon, hein, différents groupes, vous serez en mesure de surveiller cela plus facilement. Voilà, vous voyez ici c'est au niveau groupe, donc on vous montre ce qui se passe au niveau de chaque groupe, au lieu de chaque VM ou chaque host. Donc ouais, Business View c'est une autre vue, hein, qui revient au même à ce qu'on appelle Virtual Infrastructure. Ceci c'est pour vous parler d'une petite intégration avec ServiceNow. Si jamais vous en avez ServiceNow chez vous, c'est juste pour vous dire que Vim1 s'intègre avec ServiceNow d'une façon transparente, hein. Ça permet en fait de automatiser et organiser les alertes afin de les diriger vers les bonnes équipes. Donc à travers ServiceNow, Vim1, par exemple, il y aura une alerte qui se déclenche, Vim1 va générer un ticket sur ServiceNow, et à base des règles que vous allez mettre sur l'alerte, il va rediriger l'alerte ou bien la panne vers la bonne équipe. D'accord? Donc ça peut être aussi utile. Maintenant, on va voir le client web de Vim1. Ça ressemble à ça. On recommande d'utiliser bien sûr Chrome ou Firefox ou Edge ou un navigateur à jour. Ici, on a un petit scorecard. C'est notre façon de garder un œil sur l'état de sécurité de votre environnement de backup. On a les backups immuables, on a la fenêtre de backup, on a l'état des points de restauration d'un point de vue analyse contre les malwares et ainsi de suite. Par exemple, ici, on a 12 points qui sont suspectés d'un chiffrement ou bien d'un malware. Il y en a 263 qui vont très bien. On peut cliquer ici, par exemple, pour générer un rapport avec plus de détails. Ça va me montrer tous les points de restauration qui sont suspectés. Ça va me donner les détails de ce qu'on suspecte. Et bien sûr, Compliance Security Compliance, Plateforme Security Compliance, c'est un outil, une tâche qui englobe plusieurs de nos recommandations et bonnes pratiques. Et tout ça, c'est pour durcir le serveur Vim. D'accord? Donc il y en a environ une trentaine de points qu'il faut activer, désactiver. Il y en a différents périmètres, différents services, différents protocoles activés, désactivés. Tout est récapitulé là. Et l'idée, c'est de suivre la recommandation et appliquer le tout. Les anomalies RPO, on peut le détecter à ce niveau-là. Et il y en a ici, si jamais vous stockez vos données sur différentes régions, différents pays, hein, ça nous facilite la visibilité ici, on peut voir ça en direct. Ensuite, Vim Intelligence, donc ici, c'est par rapport à Vim Intelligent Diagnostic, hein, là c'est le fonctionnement qu'on va suivre afin de continuer à mettre à jour nos bases d'alerte, nos définitions d'alerte, nos signatures. Et à droite, vous voyez, en temps réel, on peut poser des questions. Il s'agit en fait d'un assistant en ligne basé sur ChatGPT. J'ignore la version, ça doit être version 3.5, je suppose. C'est géré par Vim, c'est développé par Vim. Et
Voilà, il est francophone, il est anglophone, vous pouvez lui poser vos questions, il va vous diriger vers les bonnes ressources, et il va aussi vous indiquer les étapes à suivre pour effectuer certaines actions sur nos produits, hein. Donc ça, c'est intégré. Ensuite, hein, on était sur Threat Center. Maintenant, on va partir sur Dashboard. C'est là où on a les tableaux de bord dont je vous ai parlé. Les tableaux de bord existent pour Vim Backup Application, hein, pour vSphere, VMware, Vim Backup pour Microsoft 365 aussi. On peut générer de nouveaux dashboards, on peut modifier l'existant, ou bien on peut travailler simplement avec les dashboards prédéfinis. Et ceci, c'est un exemple. Donc, c'est pour Vim Backup Application. On a ici les tableaux, on appelle les tableaux des widgets. Sur chaque tableau, on a différentes métriques. Ici, ça nous indique par exemple l'état de l'infrastructure de backup, de serveur Vim, entreprise manager, serveur de backup, proxy, répertoire, les jobs de réplication, différents jobs, ainsi de suite. Plus bas, Protected VMs, on peut en fait visualiser les VM protégés ainsi que les VM non protégés. Ceci, c'est parce que hein, si vous allez relier Vim1 à votre vCentre et à votre Vim Backup Application, on sera en mesure de voir toutes les VM situées sur sur vos hôtes. Et comme ça, on fait la comparaison et on peut vous indiquer quels sont les VM protégés, quels sont les VM non protégés, et on peut générer un rapport derrière. Ensuite, ici, les top jobs d'un point de vue temps de backup. Hein. Ici, c'est un environnement lab, donc ça prend 8 minutes, mais vous pouvez imaginer l'utilité de cette partie. Et ici, c'est les répertoires, ou bien les référentiels de backup, sur lesquels on commence à consommer trop de stockage. Et vous voyez ici, ça nous indique le nombre de jours restants. Bien sûr, on peut changer ça, ça peut nous montrer ça déjà en capacité, en Tera, ou bien en pourcentage aussi. En haut, on a les job statuts, et ici, on a la fenêtre de backup. Donc ici, on peut dire que tout au long de ces journées-là, nos jobs n'ont pas dépassé 1 heure et quelques, 1 heure et quart par exemple. Hmm. Il y en a d'autres, bien sûr. Ceci, c'est un exemple. Ici, c'est pour Vim Backup pour Microsoft 365. Ça revient au même, la logique. Hein. On peut visualiser l'état des répertoires, l'espace utilisé, les jobs de backup, leur statut, les jobs qui vont prendre le plus de temps, d'un point de vue temps, la fenêtre de backup, et bien sûr, on peut visualiser les utilisateurs, les groupes protégés, ainsi de suite. Protected Objects Overview. Ça nous permet de générer un rapport qui documente vraiment qui est protégé, depuis quand, sur quel répertoire, à quelle fréquence, et ainsi de suite. Celui-ci, c'est un autre dashboard. Et cette fois-ci, vous voyez, c'est par rapport à vSphere, Hot et Cluster. Et on peut voir ça en temps réel, le taux d'utilisation de ressources au niveau cluster et au niveau hot. On peut rajouter d'autres widgets ici, hein, au besoin. Et voilà, ici c'est pour ajouter un nouveau dashboard. On va lui donner un nom et une petite description. Ensuite, on peut choisir les widgets qu'on va rajouter, ou bien les petits tableaux là qu'on va rajouter sur notre dashboard. Sur les settings, on va choisir la partie de l'infra. Si votre infra est divisée, comme on a dit, à travers Business View par exemple, différentes équipes, différents sites, vous pouvez générer différents dashboards au besoin, ou bien vous choisissez toute l'infra de cette manière, et vous choisissez la période sur laquelle vous souhaitez voir les infos, genre jusqu'à 7 jours en arrière par exemple, une semaine en arrière. Ensuite, on passe de dashboard vers rapport. Hein.
je rappelle ici, on est sur le client web. Et je vous rappelle aussi que mon collègue est disponible pour répondre à vos questions en temps réel, donc n'hésitez pas. Donc au niveau rapport, comme vous pouvez le voir, on a différents rapports ici. Il y en a ceux pour Hyper-V, ceux pour Vim et ceux pour vSphere. Il y en a un gros nombre de rapports, plus que 140, 150 rapports, permettant de documenter différentes choses par rapport aux ressources disponibles, par rapport à l'état de backup, par rapport euh, à la rétention de vos backups, et ainsi de suite. Ici, par exemple, on a Vim Backup Monitoring, et on peut choisir notre partie d'infra, notre RPO. On peut tourner le rapport, faire preview, on peut le sauvegarder aussi. On peut le sauvegarder en local ou bien on peut le sauvegarder sur une autre machine liée à travers le réseau. Et bien sûr, on peut aussi organiser le rapport. On peut le programmer afin que ça se déclenche une fois par semaine, une fois par mois. Et ensuite, on va l'envoyer à travers votre serveur mail vers les personnes qui seront intéressées, d'une façon automatisée. Ici, on a les rapports sauvegardés. Ça nous permet de générer un dossier sur lequel on rajoute les rapports qui nous intéressent, et ensuite on les exécute tous ensemble, et on les partage avec les personnes qui seront intéressées. Par exemple, le Backup Security Compliance, ça va nous documenter toutes les bonnes pratiques que Vim vous encourage à mettre en place sur vos serveurs Vim pour mieux les durcir contre les attaques cyber, et ainsi de suite. Ceci, c'est le rapport, c'est l'exemple. Backup Security Compliance. Sur la première page, on voit un petit peu quels sont les périmètres en termes de nombre, quelles sont les configurations respectées ou pas. Et, ici, normalement, sur les pages qui suivent, on verra toute la partie sécurité compliance. Ensuite, ici, c'est un autre plutôt un autre rapport. Vous voyez, on peut le sortir en PDF, en Word, en XML, même sous autre format. Ce rapport-là, ça nous donne idée sur l'état des derniers jobs de backup, dernières sessions de backup. Okay. Comme ça, vous pouvez toujours détecter si jamais il y en a un job qui va mal, sans avoir besoin d'y aller sur la console, ni rien. Vous recevez le rapport et toutes les infos seront là. Celle-ci, c'est la deuxième page du même rapport. Et comme vous pouvez le voir, on a les jobs avec un warning, la dernière fois que ça a tourné, nombre d'objets protégés, ainsi de suite, la durée moyenne. Parfois, c'est utile de comparer la durée actuelle et la durée moyenne, ça peut être indicatif. Et bien sûr, on a les jobs en succès, qui sont bien passés. Ici, on vous indique un peu le trend. Est-ce que le temps de backup augmente ou se diminue? Juste une petite info sur ça. Ensuite, on passe de rapport vers scheduling. On va voir tout l'outil. Ici, on peut générer comme on a vu, on peut en fait regrouper des dashboards ou bien des rapports, ou bien un dossier avec des rapports à l'intérieur. Ensuite, on peut le programmer. C'est pour cela que c'est intitulé scheduling ici, parce qu'on peut programmer ça d'une façon périodique. On dirait que c'était un job, et de cette manière, on va générer les dashboards et les rapports que vous en avez sélectionnés, et on va les livrer par mail vers les personnes qui seront intéressées. Et bien sûr, on peut aussi le partager à travers un chemin.
Voilà. Et bien sûr, on peut exécuter un script, si nécessaire, hein, juste après. Par exemple, vous stockez ces rapports-là sur une certaine machine, un certain partage réseau ou autre, et ensuite le script, il va venir peut-être copier ça et le partager, ou voilà. Il y en a plusieurs possibilités là-dessus. Là, on a notre calendrier de job. Ça, c'est très très utile. Ça vous facilite la programmation de vos jobs. Parce que, comme vous pouvez le voir, sur les colonnes, on a l'horaire, on a la journée, la fenêtre de backup, on va dire. On peut visualiser ça en jours, en semaines et en mois. On peut y aller en arrière pour comparer, par exemple, pour voir ce qui s'est passé sur une certaine date. Et ici, on a les jobs. Et de cette manière, si je mets le curseur sur la session de backup ici, par exemple celle-là, elle commence à 1 heure, je serai en mesure de visualiser le temps de backup, le nom du job, euh, quand est-ce que ça a commencé, quand est-ce que ça a terminé, et ça vous facilite hein, l'organisation des jobs. Comme ça, vous allez mieux utiliser la fenêtre au lieu d'avoir des jobs qui se chevauchent. Euh, et celle-ci, vous voyez, euh, elle est aussi intégrée à Vim Backup Replication. Donc il y en a une intégration. Si vous installez Vim1 et Vim Backup Replication, ensuite on peut relier les deux et il y aura ce calendrier ainsi que d'autres dashboards qui vont apparaître directement sur la console Vim, ce qui est très utile. Euh, Déploiement ou bien deployment projects, donc des projets de déploiement. Ça, c'est pour faire une simulation. Hein. Ça peut être utile lorsque il y aura le besoin de modifier votre infra virtuelle. Par exemple, imaginons que vous souhaitez rajouter un certain nombre de VM sur un hôte ou bien sur un cluster. Et vous souhaitez savoir si les ressources disponibles vont suffire ou pas. Eh bien, vous pouvez faire ça à travers Vim1. Nous allons simuler ça. Vous faites add new VM ou bien une VM existante qu'on va dupliquer. Si vous rajoutez une nouvelle VM, vous serez en mesure de choisir euh, les ressources allouées à cette VM. Vous choisissez combien, vous faites add. Euh, ou bien on fait ça dans l'autre sens. On peut aussi euh, euh, comment dire evict, donc virer. On peut virer un hôte et ensuite on fait finish. Et ensuite on va choisir notre seuil à ne pas dépasser. Ok, important. Une fois fait, on peut tourner le deployment project. On clique sur calculate ici et ça va nous donner quelque chose de similaire à ça. Donc deployment scenario modeling. Bon, c'est toujours en anglais les rapports. J'imagine que bientôt ça va être en français aussi, mais j'imagine que ce n'est pas grave. Euh, et là, par exemple, ça passe parce qu'on a assez de ressources. Si ça passe pas, on va vous indiquer les ressources qui manquent. Est-ce que c'est du RAM? Est-ce que c'est du CPU, par exemple? Est-ce que c'est du stockage? Voilà. Donc tout ça, c'est une simulation. On va rien bouger. Pas d'impact sur la prod. Là, on a les API. Euh, nos API restent, donc vous en avez accès à nos API et je pense que j'ai une petite coupure. Est-ce que vous m'entendez? Si, euh, si vous m'entendez, ok, ça passe, ok, c'est bon. Merci, excusez-moi. Alors, les API. Là, on a nos API qui sont disponibles hein, au niveau REST API ici. Donc, si vous voulez personnaliser une intégration avec un autre outil ou autre, hein, il y a le choix. Euh, et ceci sera accessible à travers Swagger. Hein.
Euh, donc voilà, si jamais vous souhaitez implémenter une chose supplémentaire, une nouvelle intégration avec un autre outil, c'est toujours possible. Il y en a déjà des templates d'API qui sont en place sur nos forums, ainsi de suite, pour connecter Vim1 à d'autres outils tels que Teams par exemple. Euh, donc là, on va voir rapidement la configuration du client web. Comme vous pouvez le voir ici, on a la partie data collection. Hein, on peut la contrôler si on veut. Hein. Euh, ouais, on peut la contrôler, on peut faire en sorte que ça tourne pendant une certaine heure, une certaine date, ou bien on peut le laisser tourner au besoin. Event logs, ici on va loguer les différents événements. Par rapport à la data collection, donc si jamais il y aura un problème de collection de données entre Vim1 et un autre composant, on sera en mesure de, de le détecter ici. La partie reporting, vous voyez les rapports qu'on a vus, les exemples de rapports, vous pouvez les personnaliser. Au lieu de mettre Vim, vous pouvez mettre par exemple votre propre nom d'entreprise afin de personnaliser ce rapport. Ouais. Quelques confs par rapport au login, un timeout, comme ça on se déconnecte du client automatiquement, ainsi de suite. On peut vous montrer les essais de login si jamais quelqu'un essaie de se connecter alors que son accès ne va pas, bien sûr, ça va déclencher une alerte. Euh, et là, nous allons voir quelques ressources supplémentaires ou bien complémentaires. Euh, et bien sûr, je vous rappelle, n'hésitez pas de poser vos questions à travers le bouton questions et réponses. Mon collègue, il est là pour répondre en temps réel. Donc ici, il y en a ce qu'on appelle des labs que vous pouvez lancer au besoin. Ce sont des vrais labs qui vont tourner chez nous, sur nos serveurs, que vous pouvez accéder à travers un lien HTTPS. Et de cette manière, vous serez en mesure de tester certaines de nos fonctionnalités, hein, comme ça, sans avoir besoin d'installer quoi que ce soit. Donc c'est ça l'idée derrière ces labs. D'accord. Bien sûr, sur cette présentation, il y aura les liens et nous allons vous partager les slides au bout de 2 jours. D'accord. On va aussi vous partager l'enregistrement de cette présentation. Par exemple, ici on a Vim Data Cloud pour Microsoft 365. C'est un produit en mode SaaS, donc software en tant que service. Ça permet de protéger l'environnement Microsoft 365, mais pas que ça. Ça permet aussi de protéger l'environnement Azure. À l'avenir, il y aura aussi d'autres charges de travail protégées par Vim Data Cloud. Cette année, je veux dire, d'ici fin d'année, il y aura d'autres charges de travail qu'on saura protéger. Ça sera des services Windows. Et aussi, on a la partie Kubernetes. On a Kasten, c'est un outil qui permet de protéger vos conteneurs et vos applications stateful ou stateless. Et ça permet de les restaurer et ça permet de faire un failover aussi. Hein. Et là, vous pouvez le tester à travers ces labs. Pour accéder au lab, vous pouvez scanner ce code QR, ou bien vous pouvez aussi accéder à travers le lien. Là, j'aimerais bien vous parler un petit peu de cette partie. Nous avons une formation, on appelle ça VMCE, pour dire Vim Engineer certifié, ou bien Vim Certified Engineer. La formation est disponible dans 100 pays ou même plus. Ça peut être à la demande
ou bien à travers un instructeur. À la demande, ça signifie que vous allez suivre la formation à travers nos ressources, et ensuite vous allez opter pour l'examen, hein, afin de recevoir la certification, ou bien à travers un instructeur, ça sera une session de 3 ou 4 jours, hein, avec un groupe, avec un instructeur certifié Vim, qui va vous former sur le produit, hein. Il y aura de la théorie, il y aura aussi des travaux pratiques, il y aura des labs, et voilà le lien pour y accéder. Euh, Ceci c'est utile, hein, c'est bien d'avoir minimum un ingénieur, hein, bien sûr, quelqu'un qui connaît le produit utilisé sur chaque équipe. Là, quelques ressources, par exemple, on a les calculateurs Vim, ça vous permet de sizer, de tailler les machines, les ressources, les répertoires avant de commencer à utiliser nos produits, hein, que ce soit Vim Backup Application ou autres produits. Ici, on a notre Help Center. Toute la documentation est là par rapport aux différents produits, hein. L'installation, les prérequis d'installation, les limitations, les étapes à suivre pour activer des options, des fonctions et ainsi de suite. La partie bp.vim.com, Best Practice. Donc, on documente là-bas quelques exemples d'architecture que Vim valide, hein. De cette manière, vous pouvez suivre ce genre d'exemple afin de créer une architecture qui sera sécurisée et à la fois performante, hein. KB par rapport à security, ça c'est bien de suivre de temps en temps. Si jamais il y aura un CVE, si jamais il y aura un patch, hein, vous restez à jour. Et bien sûr, en bas, on a notre forum et notre community, hein. Sur le forum, vous pouvez euh, écrire, poser une question, vous pouvez demander euh, une fonction, hein. Vous pouvez genre expliquer le besoin, dire que j'aimerais bien avoir cette fonction sur sur la prochaine version, par exemple. Il y aura notre équipe de recherche et développement qui vont vous répondre direct, hein. Et bien sûr, ils vont vous confirmer si c'est possible ou pas, ou si c'est sur notre roadmap ou pas, et ils peuvent peut-être aussi vous donner un contournement à la chose, ça dépend, hein. Vous allez parler directement avec les personnes, les ingénieurs qui développent et qui mettent à jour la solution à travers les Vim forums. Ensuite, les Vim community, il y aura quelques articles, plusieurs articles, par rapport à différents sujets. L'immuabilité, sécurité, différentes choses, différents articles. Et vous pouvez communiquer avec d'autres clients, d'autres utilisateurs au niveau Vim Community. Là, nous sommes vers la fin de la présentation, hein. Nous allons rester un petit peu plus si jamais vous en avez des questions, d'accord? Donc si jamais vous en avez encore quelques questions, n'hésitez pas à les poser et on va rester pour les répondre avant de terminer la session. Là, j'aimerais bien vous inviter, hein, à partager votre succès avec Vim. Donc, si vous en avez une histoire, ce qu'on appelle un success story, euh, un cas sur lequel vous en avez utilisé Vim, euh, que vous souhaitez partager avec nous, on vous invite. Vous pouvez nous solliciter au niveau de l'adresse mail advocacy@vim.com. Euh, Ça peut être fait à distance, hein. On peut aussi vous inviter sur nos événements tels que Vimon. On a des événements en France, en Amérique, un peu partout, hein, plusieurs fois par an, hein. Donc si vous serez intéressé, il suffit juste de nous solliciter au niveau de cette adresse mail, simplement pour participer, ou bien si vous voulez présenter, si vous voulez partager votre retour d'expérience sur nos produits, eh ben, euh, vous êtes le bienvenu pour faire cela. Euh, et voilà, comme ça on a fait un petit tour de Vim One. J'espère que c'était intéressant. Nous allons voir s'il y en a d'autres questions. Je vois une main levée. Mon collègue Estève va sûrement répondre.
Voilà, ouais, n'hésitez pas, ouais, on est là. Donc, je vous remercie pour votre participation. Je vais arrêter mon micro, mais on va rester disponible pour répondre à vos questions au niveau questions et réponses. Merci et à la prochaine. Ah, il y aura d'autres sessions à venir, donc essayez de nous suivre, et il y aura d'autres sessions pour d'autres produits et ainsi de suite.
Alors, il semble qu'on a réussi à répondre à toutes les questions, il n'y en a pas d'autres. On va donc s'arrêter là. Merci encore une fois pour votre participation et passez une très très bonne journée. Au revoir.